Et je pense que pour ma génération, le choc, ça a été Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle pour la première fois. Et je lui propose finalement de créer le poste de conseiller juridique du ministre de l'économie et des finances. Et ce qu'on recherche chez Meridiam, c'est que ces infrastructures aient un impact qui soit positif pour la planète. Vous avez déjà rêvé d'être haut fonctionnaire d'État, patron ou patronne d'une boîte du CAC 40, puis dirigeant d'un fonds d'investissement qui agit pour l'environnement, en étant au plus proche des startups, et tout ça en une seule carrière? Moi je sais pas si j'en ai déjà rêvé, mais j'admire. Sandra Lagumina l'a fait après avoir occupé et révolutionné les plus grandes fonctions juridiques de l'État. Elle nous parle aujourd'hui de son parcours très riche et de sa passion pour la culture, et plus particulièrement l'opéra. Je m'appelle Antoine de Joibert et je vais interroger des gens inspirants qui trouvent l'équilibre entre leur vie pro et leur passion. Cet épisode n'est toujours pas sponsorisé, à vous de voir avec les marques pour leur parler de moi. En attendant, vous pouvez liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça motive un peu. Bisous. La médiocrité commence là où les passions meurent. Sandra Lagumina, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir pour, comme je le disais, cette petite note de légèreté dans votre agenda qui doit être bien chargé. Donc, comme je le disais, on va s'intéresser, et je le répète pour mes auditeurs, à d'abord votre parcours en première partie, et puis ensuite on va parler un peu plus de culture et de ce qui semble être une passion pour la culture en général et un investissement du coup, puisque c'est pas que passionné, c'est aussi professionnel. Ce que j'aime faire toujours quand je viens voir mes invités, c'est leur demander d'abord si vous aviez déjà tapé votre nom sur Google. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, oui. Ça vous est déjà arrivé. Bon, moi je m'amuse toujours à essayer de trouver des homonymes. Là, j'en ai pas trouvé, mais je suis tombé sur un compte LinkedIn qui est très très fourni. On voit que vous avez une belle carrière derrière vous et peut-être devant vous aussi. Conseil économique et social environnemental. J'ai vu ça aussi. C'est ce qui ressort en premier dans Google et ça c'est très intéressant. On va parler un petit peu d'environnement parce que vous semblez être très pointu sur le sujet. C'est votre métier aujourd'hui. Et ensuite je suis tombé sur Meridiam. On y viendra aussi. C'est le poste que vous occupez aujourd'hui. D'abord, vous venez d'où? Vous êtes né où? Moi, je suis née à Paris. Vous êtes née à Paris, d'accord. Donc parisienne. Moi, je suis une fille du 9e arrondissement, en fait. D'accord, très intéressant. Donc vous l'avez bien vu évoluer. Oui, ça, je l'ai bien vu évoluer. C'est plus comme avant. Vous y avez grandi? J'y ai grandi. D'accord, donc parisienne. Et ensuite, vous faites votre jeunesse à Paris et vos études aussi, puisque vous faites Sciences Po Paris, et puis l'ENA. Oui. Si je me trompe pas. D'accord. Donc une carrière. Alors ça m'intéresse toujours. Moi qui fais pas partie des intellectuels de ce pays, Sciences Po et l'ENA. Quand on y rentre, on a une idée derrière la tête de carrière politique ou c'est vraiment... Alors en fait, pas du tout. Non. Moi, je viens d'une famille italienne, donc absolument pas dans les modes de fonctionnement français, de la méritocratie française, etc. Au contraire, D'accord. mes parents sont arrivés en France peu avant ma naissance, en fait. Et donc quand j'ai commencé mes études, en tout cas mon père m'avait dit, écoute, faut pas faire de longues études, il faut tout de suite rentrer dans la vie active, etc. C'est raté. Bon, comme lui il était docteur en droit romain et qu'il avait fait des études jusqu'à 33 ans, je me suis dit que je pouvais être prendre un peu d'années quand même pour faire ce que j'avais envie de faire. Et je ne savais pas quoi faire en fait. J'ai trouvé que Sciences Po était assez ouvert sur le monde, traiter de sujets qui m'intéressaient. Et donc c'est comme ça que je suis rentré à Sciences Po. Et j'étais rentré pour faire de l'économie et de la finance, parce qu'à l'époque il y avait une section qui s'appelait Ecofi. Et j'ai eu un prof de droit exceptionnel, en droit constitutionnel, qui s'appelait Bernard Billot, qui était un magistrat de la Cour des comptes, et qui m'a donné vraiment le goût du droit constitutionnel. Et donc je suis allé le voir à la fin d'un cours, je lui ai dit, écoutez, voilà, tout ce que vous me dites me parle, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du droit constit en France ? Et il m'a dit, bon, le Conseil constitutionnel, on n'y arrive pas comme ça, donc il y a un endroit où on peut commencer à s'approcher, ça s'appelle le Conseil d'État, et pour faire le Conseil d'État, il faut passer par l'ENA. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est apparu. Et moi je voulais faire du droit. Enfin, ça a été vraiment ma volonté. D'accord. Et je voulais rentrer effectivement au Conseil d'État dès le début. Donc j'ai eu de la chance et j'y suis arrivé. Alors peut-être un peu de travail aussi, j'imagine. Pas que de la chance. D'accord. Donc vous y rentrez tout de suite. Oui, je vois que vous êtes auditeur au Conseil d'État. Et puis vous devenez vite conseillère juridique de Laurent Fabius, qui est alors président de l'Assemblée nationale. Alors c'est un chemin un peu classique. C'est au bout de 4 ans au Conseil d'État. Se pose un peu la question de savoir si on sort du Conseil d'État ou si on y reste. Et dans les opportunités qui étaient offertes,
comme je restais toujours dans mon idée que j'aimais le droit constitutionnel, finalement, ce qui m'a été proposé, c'est d'être conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale, qui est un poste qui était très intéressant parce que c'était vraiment le poste qui était à la charnière entre les services de l'Assemblée et la présidence de l'Assemblée, qui est vraiment une magistrature d'influence. Enfin, le président de l'Assemblée n'est pas le chef des députés. Enfin, il a un rôle qui est assez singulier d'organisation des débats démocratiques, de faire fonctionner la séance. Donc c'est ce rôle pivot là qui était très intéressant. Et quand on aime, comme moi, donc le droit constitue, on s'intéresse au droit parlementaire. Et donc j'ai fait énormément de droit parlementaire à ce moment-là. Et j'ai eu aussi des relations très intéressantes avec les services de l'Assemblée, notamment le service de la séance, où il y avait des gens assez passionnants. Et je me rappelle surtout avoir travaillé sur la remise aux normes de l'Eugène Pierre, qui est la somme juridique de tout le droit parlementaire qui était fait en 1932. Et on avait, avec les services de l'Assemblée, décidé qu'il fallait faire le nouvel Eugène Pierre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette période. Vous avez beaucoup apprécié cette période. Intéressant. En fait, le conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale, il est choisi. C'est pas vous qui postulez? Alors, il est choisi par le président. C'est vrai que souvent, il faut avoir un background juridique assez pointu. Donc, on se tourne assez naturellement vers le Conseil d'État à ce moment-là. Mais ça peut être aussi d'autres types de profils. Et c'est un droit qui ne se pratique en réalité que dans les assemblées. Donc, bon, puis après, il y avait tout le volet aussi. Préparation des projets de loi si le président souhaitait s'impliquer, donc il y avait aussi une vue sur les travaux parlementaires en général. Ouais. Et non, c'était très très intéressant. Ouais. D'accord. Ok, merci. Et du coup ensuite vous le suivez naturellement lorsqu'il arrive à Bercy comme ministre de l'économie et des finances. Oui. Enfin, je suis pas si naturellement de ça en fait, parce qu'il y avait Laurent Fabius, je pense, avait plutôt envie que je reste avec lui, en tout cas dans son équipe. Quand il part aux finances, moi, à la sortie de l'ENA, j'avais dit surtout pas l'inspection des finances, j'avais pas du tout envie de faire ça. Donc j'arrive là-bas, j'ai un directeur de cabinet inspecteur des finances qui me dit qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et je lui propose finalement de créer le poste qui est resté. Donc ça, parfois ça arrive, de conseiller juridique du ministre de l'économie et des finances. Puisqu'il y avait une toute nouvelle direction juridique qui s'était créée, et donc c'était intéressant qu'il y ait un correspondant un peu de cette direction aussi au cabinet. Et puis l'économie en général est traversée par le droit, est traversée par la régulation. Donc c'était les premières années en réalité de création des grandes autorités de régulation, du droit de la concurrence et de son affirmation. Ouais. Et donc ça a été là aussi une période très intéressante. Oui, et si je me trompe pas, ça permet de créer du lien entre les différents ministères, les différents ministres, la fonction que vous créez à ce moment-là, et vous êtes vous créez une fonction assez pivot juridiquement parlant au sein des différents ministères. C'est clairement une fonction dans laquelle effectivement on avait un regard assez important sur tous les travaux parlementaires, où le ministre des Finances par nature intervient toujours, notamment par le biais du budget. Après, il y avait déjà des compétences juridiques à Bercy, notamment en matière de fiscalité, autour de la direction du Trésor aussi. Et là, il y avait aussi un grand focus qui a été donné sur la commande publique, tout ce qui est marché public, qui n'avait pas été réformé depuis très longtemps, et à laquelle Laurent Fabius avait souhaité s'attaquer. Et donc c'est autour de ces sujets-là, moi j'avais du coup beaucoup travaillé quand j'étais là-bas. J'avoue que j'ai découvert à ce moment-là, en surmontant quelque part un peu mes a priori, la maison Bercy, qui est une maison qui finalement est assez attachante, avec beaucoup de gens qui sont très impliqués, très engagés, un ministère vraiment régalien, et j'ai gardé aussi beaucoup d'affinités, beaucoup d'amis, donc ça a été là encore une série de belles rencontres. Ouais, c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est intéressant. Donc vous devenez sous-directeur du droit public international de Bercy ensuite, et enfin votre nom apparaît derrière quelques réformes importantes comme la création des PPP et la charte de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que la création des PPP ? Alors d'abord j'arrive après un épisode qui est le 21 avril 2002, qui pour ma génération a été assez traumatisant, faut quand même le dire. Donc, vous pouvez réexpliquer rapidement ? Voilà, pour ceux qui connaissent pas. En fait, je pense qu'à la fin du gouvernement Jospin, il y avait l'élection présidentielle, l'idée que c'était une période qui avait été plutôt une période de croissance, dans laquelle
Le travail avait été plutôt pas si mal fait. Je pense que pour ma génération, le choc, ça a été Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle pour la première fois. Et donc, moi, je suis pas du tout de cette génération-là, mais enfin, en tout cas, la génération de mes parents, ça représentait quelque chose, et pour moi, ça représentait quelque chose. Donc, un sentiment quand même de pourquoi on en était arrivé là, pour moi, une assez ferme conviction qui ensuite est restée dans ma vie très ancrée, qui était probablement le fait qu'il y avait une grande dichotomie entre la prise de décision publique et l'application et la concrète dans la vie des gens. Et depuis, moi, je suis connu pour être une maniaque de l'exécution des décisions. C'est-à-dire même quand je décide quelque chose dans une fonction de direction générale, je vais aller jusqu'au bout de la compréhension de comment ça se met en place. Donc ça a été quand même un très grand choc. Et là, donc je suis à Bercy, je suis en cabinet, un cabinet qui, par définition, va changer. Et Francis Maire est le nouveau ministre de l'économie et des finances. Son directeur de cabinet, Xavier Muscat, souhaite garder un poste de conseiller juridique qui était donc nouveau quand je l'avais créé, enfin quand Laurent Fabius l'avait créé dans son cabinet. Ne trouve pas nécessairement de remplaçant, mais se dit que c'est intéressant et me propose, et c'est là où parfois bien se comporter avec les gens est quand même un peu la clé de la base de la relation humaine, et me propose finalement de rester dans la sphère Bercy, et c'est là où je rejoins la direction des affaires juridiques, qui était encore une fois une direction assez jeune, qui trouvait ses marques, et là j'ai pris la direction du droit public, droit européen et droit international. D'accord. Et dans ces fonctions-là, l'une des questions, c'était aujourd'hui, à l'époque, la commande publique était dominée par deux grands blocs, qui étaient les marchés publics d'un côté et les concessions de l'autre, qui étaient des contrats de très long terme dans lesquels il y avait un risque d'exploitation. Et on voyait émerger des nouveaux modèles, notamment en Angleterre, qui étaient des modèles de contrats globaux, dans lesquels un consortium privé prenait la charge de construire et d'exploiter sur le long terme un ouvrage qui était un ouvrage important pour la collectivité, une infrastructure, un hôpital, etc. Et était rémunéré non pas par les résultats de l'exploitation, qui était la définition de la concession, mais par des loyers. D'accord. Donc c'est ça le modèle contractuel qui a donné lieu au PPP, alors qui s'est affiné avec le temps, qui était à l'époque un démarrage, et donc dans lequel il y a eu des échecs et des réussites. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a écrit avec Noël de Saint-Pulgent l'ordonnance sur les PPP. D'accord. Et ça a été effectivement une réforme intéressante. D'accord. Et la charte de l'environnement ? Alors la charte de l'environnement, là, c'était vraiment le tout début des sujets environnementaux qui avait été approché en fait par la question de la réparation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on, par exemple, quand on fait une grande infrastructure, comment est-ce qu'on répare la nature qu'on a par effet dénaturée. Et donc on était par ce biais-là. Et commençait à émerger l'idée que quelque part il fallait protéger pour les générations futures l'environnement. Est-ce qu'il fallait donner un statut juridique à tout ça ? Est-ce que il fallait commencer à éventuellement éclairer les politiques publiques avec ça ? Enfin, c'était vraiment le tout début. Et c'est vrai que j'avais aussi l'expérience quand j'étais à la direction des affaires juridiques de siéger dans une institution internationale qui s'appelle le FIPOL, qui quelque part réparait les catastrophes pétrolières. Ouais. Et là, j'avais vraiment touché à un environnement anglo-saxon dans lequel ces sujets juridiques très nouveaux à l'époque étaient extrêmement présents. Oui, et donc on avait commencé vraiment à réfléchir autour de ces sujets à un petit nombre, et c'est vrai que ça a démarré à ce moment-là. D'accord. En quelle année ? Vous vous souvenez ou... Là, on était en 2002, donc on devait être autour de 2002-2005. Ok. Donc on peut dire que 2002-2005, c'est un petit peu la prise de conscience française sur l'effet des infrastructures sur l'environnement ou... Non, je pense que ça existait avant. Enfin, ça existait avant. Mais c'est plutôt à partir de ce point de départ qui était présent notamment dans les études d'impact qui existent depuis longtemps.
Mais il commençait à y avoir des vraies jurisprudences sur le sujet, il D'accord. commençait à y avoir des vraies responsabilités surtout qui étaient engagées sur le sujet. Donc, il fallait encadrer. Voilà, donc la question d'un droit intrinsèque de l'environnement se posait. Entendu. Très intéressant. Et du coup, j'imagine que vous vous faites remarquer puisqu'en 2005, c'est Monsieur Mestralet qui vous propose de rejoindre Gaz de France comme directeur de la stratégie délégué aux affaires publiques. Alors en fait, c'est Jean-François Cirelli qui à l'époque était le président de Gaz de France puisque la fusion avec Suez n'avait pas encore eu lieu. D'accord. Qui effectivement, alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, moi, ça faisait 3 ans que j'étais à la direction des affaires juridiques de Bercy. J'avais toujours ce sujet de la prise de décision publique, comment on fait pour que ça ait vraiment un impact. Et là, je me suis dit, mais ça serait peut-être temps de rejoindre une institution, une entreprise, en tout cas un organisme qui est plus petit que l'État pour voir si finalement la taille n'est pas le sujet bloquant. Enfin, c'était ça avant le début. Et donc moi j'étais parti en me disant bon une autorité administrative indépendante ça pourrait être intéressant. Je voulais pas quitter l'État en fait. Ouais. Un établissement public pourquoi pas. Les hasards de la vie font qu'à ce moment-là effectivement on me propose de rentrer chez Gaz de France. C'est Jean-François Cirelli qui me propose et effectivement je découvre alors le monde de l'entreprise que je ne connaissais pas. Pour y être d'abord directeur adjoint de la stratégie mais surtout pour y être ensuite directeur juridique. Ouais. C'est ce que j'avais noté, directeur juridique du groupe GRDF, puis directrice juridique de GDF Suez. Alors en fait non. Bon, je me doutais que j'allais me tromper un peu. Directrice juridique donc de Gaz de France. Ouais. Où je rentre, où tout le monde me dit t'inquiète pas, tu seras pas dépaysé. C'est un peu le ministère du gaz, donc je reste dans un environnement très très public. Bon, conclusion, j'arrive 6 mois après, démarre la fusion avec Suez, donc le monde change, ouais, ça n'a plus rien à voir. Ah oui. Et effectivement, après, je continue dans la carrière juridique sur les mêmes fonctions, mais pour GDF Suez cette fois-ci, qui devient le groupe Engie en fait, c'est l'origine du groupe Engie. Et j'y exerce pendant 5 ans effectivement les fonctions de directeur juridique. Au bout de 5 ans, une idée un peu saugrenue me prend, je me dis, j'aimerais bien faire de l'opérationnel en fait. J'aimerais bien, j'avais une très très grosse filière juridique, c'était près de 600 personnes en tout cas au moment de la fusion. J'avais fait beaucoup de management, j'avais aussi beaucoup travaillé sur les sujets de régulation évidemment, puisque dans le monde de l'énergie, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un secteur régulé. Et là, on vient me voir, on me dit voilà, la personne qui est directrice générale de GRDF s'en va. Est-ce qu'il y a des sujets juridiques à son remplacement ? Donc j'explique tout ça, et puis je dis mais by the way, ça m'intéresse. Je pense que c'était pas totalement attendu ouais, de la part à la fois du directeur des infrastructures et puis de Gérard Mestralet. Et finalement, il trouve que c'est pas une idée si idiote, et c'est là effectivement où je bascule dans un autre univers, qui est le monde de la direction générale d'une entité qui est très industrielle, qui s'appelle GRDF. Et là, je change assez radicalement de métier, ça. Ouais. Oui, c'est sûr. J'imagine que ça fait un petit changement par rapport aux fonctions auprès de l'État avant. Donc GRDF, 2013, on vous propose le poste de directrice générale, du coup. Oui. Puis vous devenez directrice générale adjointe du groupe Engie. Exactement. Super, cette fois je me trompe pas. Très intéressant. Moi, premier point fascinant pour moi, c'est quand on m'a conseillé de vous contacter, on m'a dit tu vas voir, ancienne patronne du CAC 40, qui maintenant est plus concentrée sur l'environnement et la culture. Ça doit être hyper intéressant. Et quand on travaille sur votre parcours, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses à creuser. Et je trouve ça fascinant. Pour la petite anecdote, c'est une de vos anciennes collaboratrices salariées du groupe Engie qui m'avait dit qui m'avait conseillé de vous contacter. Vous avez pas mal inspiré. vous le saviez ça ? Vous inspirez pas mal au sein du groupe ? C'est possible. On me l'a dit. Ouais. Donc ça doit être le cas un peu. D'accord. Oui, non, j'imagine. Je vais pas vous demander de vous lancer des fleurs, mais c'est intéressant. La première question, enfin aujourd'hui on est à une époque où la question de la femme dans les hautes fonctions est très présente. J'ai l'impression que vous, c'est pas une question qui s'est posée. Vous diriez que, enfin, on était moins conscient en tout cas dans les années 2000 des égalités hommes-femmes, de la parité hommes-femmes au sein des fonctions managériales. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a donné des obstacles ou pas vraiment? Vous avez fait votre bout de chemin à votre manière? Alors, pas vraiment,
Parce que j'ai eu de la chance. D'accord. Et je pense que j'en ai pris conscience plus tard, en fait. D'abord, j'étais sur des fonctions juridiques qui étaient des fonctions qui étaient féminisées avant moi. Enfin, les pionnières, c'était la génération d'avant. Ouais. Les premières femmes rentrées au Conseil d'État, D'accord. c'était ces personnes-là. Enfin, Nicole D'accord. Questiot. Enfin, pour moi, ça a été des personnalités vraiment extrêmement inspirantes. Donc les fonctions juridiques étant assez féminisées, enfin moi mon enjeu de directeur juridique à l'époque c'était de faire venir des hommes, parce qu'il y avait beaucoup plus de femmes. Donc ça sur comme j'ai plutôt grandi dans cet environnement-là, j'ai pas eu à me poser trop la question, on va dire. Après, il y a toujours un moment qui est assez charnière, c'est le moment où vous commencez à avoir des enfants. Oui. Et moi, j'ai fait la pire chose qu'il fallait faire, c'est-à-dire j'ai eu mes enfants quand j'étais en cabinet ministériel. Donc, et là, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui était Laurent Fabius, qui a été adorable, très attentif, très ouvert. Et d'ailleurs, j'étais enceinte quand je lui ai dit que j'étais enceinte quand j'ai postulé pour le poste, et il m'a pris. Donc, c'est quand même, voilà, ça se passe pas toujours aussi bien, on va dire. Donc, ce moment-là est toujours un peu délicat. Et en tout cas, moi, j'ai appris de ça qu'il fallait faire extrêmement attention quand j'avais des jeunes collaboratrices qui venaient me voir, l'air toujours un peu tendu. Et donc, comme j'adore les enfants à titre personnel, à chaque fois, je leur dis, mais c'est une super nouvelle, j'adore ça, envoyez les photos et tout. Enfin bon. Mais donc, à ce moment-là, charnière, pour moi, ça n'a pas été un problème. Ça a été un vrai défi d'organisation, mais pas un problème. Et après, dans la conduite de ma carrière, en fait, j'étais plutôt sur des fonctions avec lesquelles il y avait déjà des femmes, donc j'étais pas non plus dans cette là. À partir du moment où vous commencez à prendre des postes de direction générale, et surtout dans une entreprise qui était très industrielle comme GRDF, le sujet de la parité de genre se pose de manière très forte. Ouais. Parce que pour le coup, vous avez dans les équipes techniques assez peu de femmes. Donc il y a eu un travail qui était déjà chez Engie, mais ensuite chez GRDF de manière spécifique, pour avoir plus de femmes dans les équipes techniques, pour former des femmes aux métiers techniques, etc. Et ensuite avoir une politique de promotion qui soit une politique de promotion qui permette de se donner le choix de profils compétents dans lequel il y a nécessairement des femmes. Et c'était vraiment ça la logique. Dans une logique aussi de diversité, c'est-à-dire c'est pas le sujet du genre n'était pas le sujet unique. On avait des équipes sur le terrain partout en France, il fallait que les équipes ressemblent aux gens chez lesquels ils allaient aller, etc. Donc ça a été vraiment un sujet où cette fois-ci, personnellement, je m'y suis engagé pour aboutir à une politique de diversité qui, je pense, fait qu'aujourd'hui, GRDF est aussi une des entreprises les plus appréciées de ses salariés. Et ici, chez Meridiam, c'est vraiment une des clés aussi, je pense, de la réussite de Meridiam aussi. D'accord, très intéressant. Ok, et puis on arrive au moment, du coup, vous quittez le groupe, apparemment brutalement, pour des raisons que la presse a déjà mieux analysées que moi. À ce moment-là, vous vous dites quoi ? Vous dites, c'est bon, j'ai déjà une belle carrière derrière moi, maintenant j'ai envie de me consacrer à autre chose, la partie business... Alors, d'abord, on se dit, bon, c'est la première fois que ça m'arrive, ça fait bizarre. Parce que, alors, j'ai peut-être mal analysé les choses, mais c'est pas vous qui quittez le groupe, c'est En fait, non, c'était un vrai désaccord avec la directrice générale qui était en place, donc ça a été assez brutal comme c'est que. Et là, je vais voir un ami qui était le patron de la Poste assez rapidement, Philippe Val, et je m'attendais à me faire un peu consoler, etc. Et Philippe me dit, mais Sandra, enjoy, ça va être le meilleur moment de ta vie, t'es libre, tu peux faire plein de choses, va voir des gens, ouvre les chakras et tout. Bon, et ben j'ai fait exactement ça. Donc j'ai passé des mois absolument merveilleux en 2017, donc avec une très très grande liberté, une volonté de repartir sur des fonctions opérationnelles, donc ça c'était clair depuis le début, et l'idée qu'il fallait pas que je me bride dans mes envies en fait. D'accord. Et que j'aille regarder des secteurs différents, et j'avais en tout cas un truc qui me manquait, c'était l'international. J'avais très envie d'être dans un environnement qui était plus international. J'avais très envie d'être dans un environnement dans lequel il y a un sens, ça c'était absolument évident, et dans lequel il y avait de la consistance dans ce sens.
c'est-à-dire ne pas avoir un écart entre les discours et les actes, qui est quelque chose qui personnellement me met extrêmement mal à l'aise. D'accord. J'allais vous demander pourquoi ne pas être allé dans des organisations publiques intergouvernementales comme je sais pas moi, ça aurait pu être l'OMS ou autre. Vous qui connaissiez des... ça a pas été. C'est pas ce qui s'est présenté. Voilà, ça s'est pas présenté, c'était pas exclu en fait. Ouais. Ça s'est juste pas présenté à ce moment-là. D'accord. Et bon, pour avoir fait vraiment à ce moment-là un grand tour, Ouais. un grand tour de piste, il y avait aussi une autre dimension qui m'a assez vite interrogé, c'est la flexibilité et la taille. Oui. Je suis quand même assez Vous aimez que convaincu. ce soit exécuté. Voilà, non mais surtout, je pense que la gouvernance de très très grandes entités est en réalité aujourd'hui complètement épouvantable et quasiment impossible. On imagine. On voit, il y a des groupes aujourd'hui qui se coupent en morceaux volontairement, enfin comme l'a fait General Electric par exemple. Donc ce sujet de la taille, ce sujet de la flexibilité, ce sujet de la rapidité de l'action et d'exécution, c'est assez central, je pense, aujourd'hui. Et donc j'avais envie d'être dans une entité, dans un organisme dans lequel on pouvait décider vite et aller vite. D'accord. Et donc c'était probablement un des éléments déterminants des choix futurs derrière. Vous vous rapprochez du mode start-up. Assez, ouais. Un petit bateau bouge plus vite qu'un gros. C'était plus qu'une start-up quand je suis rentré chez Meridiam, mais c'est vrai que depuis que je suis chez Meridiam, j'ai découvert de manière beaucoup plus approfondie le monde des start-up, puisqu'on accompagne beaucoup d'entreprise aussi, start-up ou en développement, en growth. Et c'est un monde qui est extrêmement intéressant. Alors on l'approche dans les grands groupes, on dit voilà, il faut que les startups nous transforment. Bon, ça marche pas parce qu'en fait, il y a un tel écart. Mais ce qui est assez intéressant, c'est d'abord que ce monde des startups permet de couvrir des besoins et d'approcher des questions de manière beaucoup plus efficace et pointue finalement qu'un grand groupe qui a toujours la volonté de vouloir tout faire pour le client. Et c'est vrai que bon là j'accompagne de manière à titre personnel une fondation qui s'appelle Bibliothèques sans frontières qui a créé une start-up à l'intérieur de Bibliothèques sans frontières qui s'appelle Cajou, qui est sur un business model commercial. Bon, c'est au départ donner accès à la connaissance, c'est le projet de Bibliothèques sans frontières, c'est de donner accès à la connaissance au plus grand nombre, notamment aux réfugiés et aux personnes en situation de défavorisées. Ça a été le point de départ de Bibliothèques sans frontières. Avec Cajou, on va un cran plus loin. Bon, voilà, moi j'ai découvert ce monde-là depuis que je suis chez Meridiam, en fait. Très intéressant. C'est ce qui est top, du coup, c'est que vous avez vraiment les deux parties, du tableau français, les grands groupes, les startups, la partie investissement avec Meridiam, les fonctions d'État. Vous êtes un couteau suisse, j'imagine. Donc vous en avez parlé, une période de recul. Si c'est pas indiscret, vous aviez quel âge? C'était en 2017? J'avais 50 ans. 50 ans, d'accord. Enfin, j'avais à l'époque pas encore 50 ans, mais j'allais avoir 50 ans, donc c'était le bon moment. D'accord. C'est marrant parce que c'est une question que à ma génération, moi j'ai 32 ans, et on est tous en train de se dire un petit peu... il faut que je trouve du sens dans ce que je fais, il faut que peut-être que cette prise de conscience ça arrive de plus en plus tôt en fonction des générations, je sais pas. Oui, mais je pense que c'est aussi cette génération-là qui inspire la nôtre. Je pense que quand vous embauchez des jeunes aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de leur donner du sens, ils viennent pas chez vous. Oui, c'est vrai. Donc cette question-là, à la limite, moi je l'avais quand j'avais votre âge, parce que étant rentré au service de l'État, la notion d'intérêt général était quand même assez présente c'est vrai. dans ce qui m'a motivé, en tout cas au début. Et quelque part, avec les sujets d'impact, je retrouve un peu ce goût de l'intérêt général. De manière assez différente, mais c'est vrai que cette question du sens, elle est très forte parce que il y a quand même puis bon, là on vient de vivre quand même une période de 2 ans quand même tout à fait singulière, dans laquelle beaucoup de gens se sont posé la question de savoir, en italien on dirait ma chi me lo fa fare, mais qui me le fait faire, donc voilà, pourquoi est-ce que je le fais? Et est-ce que c'est le salaire uniquement? Est-ce que c'est la reconnaissance sociale? Est-ce que il y a un moment où on dépasse un peu ça, et surtout quand on a des enfants aussi. Oui, je suis d'accord. D'accord. J'essaye d'avancer. Votre temps est compté. Est-ce que vous voulez me présenter rapidement Meridiam, là où vous êtes arrivée finalement en tant que directrice générale?
Alors Meridiam, c'est une société à mission dont l'objectif est d'investir, de construire et d'opérer des infrastructures qui sont durables sur une très longue durée, pas de temps, qui est 25 ans. Et ce qu'on recherche chez Meridiam, c'est que ces infrastructures aient un impact qui soit positif pour la planète. Donc on a un travail qui est extrêmement précis sur chacun de nos actifs. Donc aujourd'hui, on a une centaine d'actifs dans 24 pays. Qui vont des actifs de mobilité, donc des autoroutes, des ports, des aéroports, des tramways, des lignes de chemin de fer, etc., à des ce qu'on appelle des social infrastructures, donc des hôpitaux, des écoles, des universités, et des actifs de transition énergétique. Et pour faire ça, nos investisseurs nous confient des fonds, donc on a aujourd'hui 18 milliards qui sont gérés par Meridiam, qu'on va donc investir et ensuite dans ces différents actifs, et on va leur rendre compte à la fois de la performance financière et non financière de Meridiam. Donc vous êtes un fonds d'investissement. Donc on est une société qui gère des fonds d'investissement. Oui, c'est ça, pas seulement un fonds d'investissement. Pas seulement, enfin on a plusieurs fonds qui viennent ensuite alimenter les différents projets. Là, je pense que la singularité, c'est le très long terme, hein, puisque je pense qu'on n'a aujourd'hui jamais vendu un actif, hein, donc et c'est ce sujet d'impact, effectivement, qu'on a pris très tôt, parce que dans l'histoire de Meridiam, qui a été créée par Thierry Déault en 2005, dès le départ, finalement, cette idée de il faut que l'investissement pour la collectivité soit bénéfique aux populations qui sont autour de l'infrastructure et puis au-delà, c'était toujours extrêmement présent. Et quand on s'est transformé en société à mission, ce qui est assez intéressant, c'est que, vous savez, il faut inscrire dans les statuts la mission. Oui. Et finalement, c'était le mission statement de Meridiam depuis l'origine, en fait. D'accord. On avait retravaillé en interne et sur lequel on était revenu, dans lequel on avait rajouté quelques mots comme la soutenabilité des infrastructures, etc. Mais globalement, c'était toujours la même idée qui a été poussée. Très intéressant. D'accord. Vous connaissez Time for the Planet ? Oui. Oui, je m'en doutais. Du coup, je vous explique pas qui ils sont, mais c'est intéressant. Moi, c'est comme je suis très souvent sur LinkedIn, je les vois beaucoup. Et finalement, ils ont une mission à peu près similaire à la vôtre. Ils s'intéressent aux innovations. Je sais plus, je crois que j'avais noté. Ils disaient, enfin, quand ils ont commencé leur mission, ils disaient qu'ils sont allés voir les scientifiques et les scientifiques leur ont dit, en fait, les innovations existent pour nous aider par rapport à l'environnement à inverser la tendance. Tout est là, sous nos yeux, sauf qu'elles n'arrivent pas à passer à l'échelle. Elles n'arrivent pas à scaler, comme on dit. Et du coup, c'est leur mission à eux. Et j'ai l'impression que c'est un peu la mission de Meridiam aussi, à plus long terme, plus long terme. Finalement, 25 ans à l'échelle, c'est pas si long terme, mais c'est très intéressant. Donc, il y a peut-être des synergies à trouver avec ces gens-là, qui viennent beaucoup de l'environnement startup aussi. Avant de parler de tous vos centres d'intérêt, du coup, j'ai vu que vous étiez aussi membre du conseil d'administration de Spaceable. Alors là, je me permets une petite digression parce que je suis aussi passionné d'espace et c'est un programme de sécurité spatiale, c'est ça ? Oui. Votre rôle dans cette aventure-là, ça consiste en quoi ? Alors, en fait, c'est un ami qui a créé Spaceable dans enfin, c'est pas un garage parce que c'est un appartement de Paris, mais enfin, ça aurait pu être un garage. Alors, qui lui était parti de deux choses, de deux idées. La première, il s'appelle Julien Cantegrel, c'est un garçon qui est extraordinairement brillant, qui est plutôt un littéraire à l'origine, hein, donc. D'accord. Et il est parti d'abord d'une première idée qui était que la représentation de l'espace en France n'existait pas en fait. D'accord. Que la représentation de l'espace avait été quelque part encapsulée par les Américains et que on n'avait plus de rêve spatial en France. Donc d'accord. Donc il y a un premier gros travail qui a été fait autour de quelque chose qui s'appelle Aristideae, qui est finalement des cours sur la représentation de l'espace dans l'Antiquité, etc. Donc cette première chose, recréer un rêve spatial en France. Et la deuxième chose, alors on est parti de la soutenabilité d'ailleurs, c'était de se dire, bon, on va avoir des constellations partout qui vont se mettre en place. Oui. Finalement, ces satellites, on les envoie, mais une fois qu'ils ne marchent plus, on les laisse et ça devient des débris spatiaux. Comment est-ce qu'on fait pour avoir quand même une politique soutenable de l'espace qui est quand même un très grand sujet, en tout cas de demain.
Et donc on est parti de là. Donc moi je suis membre du conseil d'administration. Enfin j'ai accompagné Ouais. depuis le début. Hein, on fait partie du tout premier cercle. On est parti de cette idée-là. Et donc là l'idée c'est à la fois d'avoir autour de Spaceable une capacité à mesurer quelles peuvent être les difficultés qu'ont un satellite dans l'espace et de voir s'il est réparable ou pas, ce qui déjà serait un grand pas. S'il est réparable, d'essayer de le réparer, donc d'envoyer un engin dans l'espace et de pouvoir le réparer. Et puis, par ailleurs, d'avoir une prédictibilité aussi, notamment à raison d'un certain nombre d'événements spatiaux qui peuvent arriver, par exemple des éruptions solaires ou des choses comme ça, d'avoir une prévisibilité sur le risque qui est pris par un certain nombre de grands systèmes de constellation. Et donc, par exemple, avec un très gros travail avec les assureurs, AXA nous a suivis récemment, etc. Donc ça, c'est une aventure partie de rien. Ouais. Moi, je suis une grande fan de Star Trek, hein, donc c'est parti de là, en fait. Non, ouais, pareil, moi, c'était au début juste la passion de l'espace, et puis aujourd'hui, je trouve que on se rend pas encore assez compte que enjeux environnementaux sur notre planète et conquête spatiale sont fortement liés. Exactement. Bref, c'est pas le débat du jour, mais ça m'intéressait de savoir. Bon, parlons un peu maintenant de vos autres centres d'intérêt. J'aurais aimé dire seulement la musique, mais en fait, vous avez l'air de vous investir dans la culture en général, et puis on le voit dans plein d'autres choses. D'ailleurs, première question, avec un parcours comme le vôtre, vous avez vraiment une multitude de casquettes, comme je l'ai dit. Vous avez pas encore reçu de coup de fil d'un hypothétique prochain gouvernement pour un poste de ministre ou quand on a une casquette de business ou Non. Non. D'accord. Et ce serait pas voulu de votre part? C'est pas mes aspirations premières. D'accord, très clair. Bon, plus sérieusement, présidente du conseil d'administration de France Muséum. J'ai vu que un candidat à la présidentielle souhaitait que les musées soient gratuits tous les dimanches. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors d'abord, France Muséum, c'est une société dans laquelle tous les principaux musées français sont actionnaires et qui sert un projet qui est un projet assez magique qui est le Louvre d'Abu Dhabi. Donc c'est un accord intergouvernemental dans lequel la grande famille des musées français a réussi à se mettre d'accord pour porter un projet dans lequel ils vont pendant des dizaines d'années apporter des œuvres, aider à la mise en place d'expositions, aider à la... C'est le but de France Muséum? C'est le but de France Muséum, ce pourquoi elle a été créée au départ, maintenant qui s'étend, puisque le Louvre d'Abu Dhabi est ouvert depuis plus de 2 ans maintenant. Donc ça a été de servir de cette espèce de rêve assez incroyable qui était... comment est-ce que la France, par le biais de sa culture, par le biais de ses musées qui sont exceptionnels, quand elle se met ensemble, arrive à servir ce type de but. Et donc ça a été l'origine, et le point d'orgue, entre guillemets, c'est la création du Louvre d'Abu Dhabi avec son architecture et surtout son projet assez magique, je trouve, de musée universel dans lequel on va cheminer chronologiquement en ayant un regard à la fois sur ce qui se passe sur le continent indien, en Europe, et donc cette capacité de dialogue entre les civilisations. Donc France Muséum, en fait, c'est ça. Très intéressant. Et ensuite, je vais quand même pas commencer à parler pour mes actionnaires. Donc... Ouais. Non, et puis de toute façon, ma question était un peu à côté du coup. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai vu quelques propositions des candidats à la présidentielle sur la culture, notamment de faire circuler les œuvres dans les zones rurales de France, que je trouvais intéressantes. Et puis cet aspect, rendre gratuit les musées tous les dimanches pour les Français. Moi, je me disais que c'était peut-être des fonds perdus pour les musées qui déjà en cherchent souvent, mais je sais pas. On va pas parler de politique particulièrement, en tout cas, si vous voulez pas vous étaler sur la question. Non, mais par contre, le fait que y ait Enfin, ce qui se passe dans les musées aujourd'hui est assez fascinant. Enfin, les musées ont été quand même obligés de se réinventer avec le Covid, parce qu'ils ont été fermés pendant longtemps. Donc, il y a tout un travail qui a été fait sur justement l'accès numérique, par exemple, aux musées. Un travail aussi sur la médiation muséale, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est très difficile d'aller dans un musée et juste de s'asseoir devant une œuvre et de regarder une œuvre en espérant d'avoir cette espèce de choc de Stendhal permanent.
en fait, les musées se sont beaucoup investis dans le fait d'accompagner des jeunes, d'avoir peut-être des visites un peu plus ciblées. Enfin, quand vous allez au Louvre, c'est vrai que moi, je serais étranger, j'arriverais au Louvre, je serais traumatisé. Enfin, je veux dire, je saurais pas trop pas. Donc le fait, de la tête, le fait d'avoir justement ces travaux, cette ouverture, etc. Enfin, il y a énormément de travail qui a été fait autour de ça. Et donc, effectivement, rendre accessible le musée. Essayer d'éviter cette espèce de barrière qui est de dire bon, le musée c'est pour les vieux et puis c'est pour des gens très instruits. C'est pas vrai. Enfin, passer beaucoup de temps avec mes enfants dans les musées quand ils étaient petits. On allait chercher les chiens dans les tableaux. Bon, c'est tout bête, hein, mais c'est une manière de rendre facile finalement aussi ça. C'est vrai. Je suis désolé, j'avance un petit peu parce que je vois le temps qui passe. Bon, je reprends ce que j'ai trouvé sur LinkedIn, hein, c'est très simple, vous êtes aussi investi dans la Comédie Française, président du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, il y a aussi la cuisine, la Bibliothèque sans frontières, vous en avez parlé, Fondation Archery, et vous êtes chaque fois membre du conseil d'administration. Alors ma première question, c'est est-ce que vous avez du temps pour vous? J'imagine que ça prend pas mal de temps, mais quand on est au conseil d'administration, c'est quoi? C'est des points mensuels? Ça dépend. Oui, c'est de toute façon c'est la gestion de la gouvernance des différentes entités, donc ça c'est classique. Mais c'est aussi en tant que de besoin donner un coup de main sur des projets, c'est essayer d'accompagner la réflexion sur le coup d'après, c'est donner aussi du temps pour la direction générale ou l'administration s'ils ont besoin d'avis, aller voir des gens, etc. C'est beaucoup ça. Et c'est aussi à chaque fois, enfin, il y a rien de tout ça qui n'est pas, qui est étranger à des plaisirs personnels. Ce qui m'avait plu dans l'aventure de Cuisine Mode d'Emploi de Thierry Marx, c'était en fait l'insertion. Cette idée assez géniale de dire je prends des gens qui sont privés d'emploi, je leur donne une formation, alors hyper stricte, enfin à la Thierry Marx, hein, ça rigole pas, hein, c'est très stricte, très exigeante, etc. Et après je les remets dans l'emploi avec des formations courtes. Enfin, moi je trouve le projet génial. Depuis, j'ai soutenu quand j'étais DG de GRDF déjà, donc j'ai continué à accompagner ça. Et j'aime manger, j'aime aller au concert, j'aime aller au théâtre, etc. Donc pour moi c'est du plaisir en fait. Hein. D'accord. Bah oui, c'était ma prochaine question, parce que le sens de mon podcast c'est d'interroger des personnes qui ont des belles carrières et qui trouvent un moyen d'entretenir leur passion à côté. Est-ce que tout ça c'est un moyen d'entretenir une passion en particulier, ou il y a c'est de la curiosité pour tout? Est-ce que vous avez une passion, par exemple, pour... moi, j'avais entendu, mais c'est peut-être des bruits de couloir, que vous aviez une passion pour l'opéra. Alors, c'est pas un bruit de couloir, hein, ça, c'est une passion dévorante, absolue. Moi, je fais partie des lyricomanes maniaques. Hein, d'accord. Donc, fascinant. Bah là, vous êtes bien placé, parce qu'on est dans vos bureaux. Ouais, je suis pas mal placé. En face de l'opéra. À tel point, d'ailleurs, que quand j'avais été embauché, à un certain moment, on m'a posé la question de savoir si j'avais pas choisi en fonction de l'emplacement. Mais c'est très agréable d'aller à Garnier, effectivement, 5 minutes avant. Ouais. Et puis moi, je le contemple, du coup, à chaque fois que je viens. Ok. Et l'opéra, c'est depuis toujours? C'est depuis toujours. Ouais. Et, pour le coup. Les racines italiennes, peut-être? Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. C'était, la musique qu'on écoutait à la maison d'abord, chez ma grand-mère ou en Sicile, hein, et avec mon père on faisait des virées à Vérone qui était vraiment l'opéra populaire par excellence tous les étés quand j'étais petite. Donc pour moi ça a été assez fortement lié à mes origines italiennes, avec un goût très prononcé effectivement pour l'opéra italien du 19e. Et puis après qui s'est élargi. Pour moi, l'opéra a toujours été la musique que j'écoutais en fait. D'accord. Donc depuis petite, après j'ai écouté quand même autre chose, hein, mais pas. J'y suis toujours revenu. Et depuis l'âge de mes 13 ans, je pense que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie presque quotidiennement. Très intéressant. Ah oui. Et alors d'abord vous pratiquez, vous chantez parfois? Ouais. Moi je chante depuis toujours en fait. Depuis que je suis en capacité de chanter. Vous avez été au conservatoire à Paris? Non, j'étais pas au conservatoire à Paris. J'ai toujours pris des cours de chant à part. Côté, ça fait partie de avec des profs particuliers en fait. Ouais. Je chantais dans des chorales aussi, ça beaucoup quand j'étais plus jeune. Là j'ai besoin d'avoir quand même un horaire un peu un peu plus maîtrisé.
Mais encore aujourd'hui, j'ai une fois par semaine, c'est l'heure que mon assistante n'a pas le droit de bouger. D'accord. Très intéressant. Parce que quelqu'un comme vous, qui a fait les études que vous avez faites, j'imagine que vous avez un large choix dans un panel de carrière quand vous sortez de l'ENA. Vous vous êtes posé la question au moment de vous dire j'ai envie de plus m'investir dans ma passion ou enfin en tout cas j'imagine que oui, il y a eu un choix entre les fonctions d'État, donc qui est un investissement aussi pour d'autres choses passionnantes, mais ou alors je pense qu'à moi et je fais ce qui me plaît. Alors en fait ça s'est passé très jeune parce que avant même de commencer mes études supérieures, moi j'avais envie de chanter. Ouais. Et puis mes parents qui étaient assez malins m'ont dit bon écoute tu fais ce que tu veux mais tu le fais bien. Et assez vite je me suis rendu compte que j'avais pas le talent nécessaire pour être chanteur professionnel. Donc ça a été à la fois un soulagement pour eux, une petite déception pour moi, mais ça m'a permis de m'y investir de manière beaucoup plus légère que parce que le métier de chanteur d'opéra est probablement un des métiers les plus durs qui existent au monde en termes d'exigence, en termes de fragilité, en termes de travail. Donc voilà, ça m'a peut-être donné un équilibre de vie qui est un peu plus important. Enfin, mes amis chanteurs d'opéra, et j'en ai beaucoup, sont des gens que j'admire énormément pour leur capacité justement à tenir une carrière qui parfois est longue et en plus est très 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 exigeante. Vous parliez de fragilité. C'est de la fragilité émotionnelle ou vous parliez plutôt de la capacité tout peut s'arrêter en fait du jour au lendemain. Hein. C'est ça qui est fou. Enfin, pour des questions de voix. Pour des questions de voix, pour des questions enfin même là on l'a vu, hein, les 2 ans d'arrêt avec le Covid, ça a été quand même. On a créé avec Philippe Do un fonds de dotation qui s'appelle Unisson qui au moment du Covid, pour soutenir justement des chanteurs d'opéra pas que des chanteurs d'ailleurs, des artistes liés à l'opéra qui, à cause du Covid, n'avaient plus de contrat, n'étaient pas dans les systèmes de soutien du gouvernement, et donc leur permettre quelque part de ne pas abandonner leur carrière. C'est ça aussi. Hein, il y a toujours il y a quelques personnes pour qui, elles sont assuré d'avoir des emplois, etc. Mais la vie normale d'un chanteur, elle est assez fragile. Elle est et donc c'est vrai qu'Unisson, c'est né de ça. Enfin, c'est né de cette volonté de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein, et ça a été une belle aventure aussi. Ouais, j'imagine. Et donc aujourd'hui, on peut dire que les chanteurs d'opéra français sont sauvés suite au Covid ou je sais pas s'ils sont sauvés, mais enfin en tout cas il y a des très beaux concerts. Enfin moi j'ai vu Hamlet d'Ambroise Thomas que j'avais raté il y a 3 ans à l'Opéra Comique. Bon, c'est un opéra français avec des chanteurs français, un chef d'orchestre français, un metteur en scène français. C'est un spectacle absolument merveilleux. Parfait. Donc c'est vrai que ça fait plaisir à entendre parce que ça a été dur les 2 dernières années là. Ça a été très dur. Moi, j'ai eu la chance, enfin, l'opéra, je parle un peu de moi, mais moi, j'étais incapable de lire un livre petit, et ma mère s'est vite rendue compte de ça, et assez intelligente, elle m'a inscrit dans un groupe où on allait parfois voir des opéras à Paris. Mais j'étais gamin, mais j'étais pour le coup aussi fasciné. Ça captait beaucoup plus mon attention que la lecture. Et du coup, je me demandais si aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas amateurs d'opéra parce qu'on n'en parle peut-être pas assez. Vous conseilleriez quel opéra à un novice ? Alors, il y a, moi, je conseillerais plutôt un opéra italien en fait, et je conseillerais quelque chose que les gens sont capables d'avoir capté. Enfin, ça peut être, quand je dis opéra italien, je pense à Carmen, donc c'est pas vraiment un opéra italien. Mais moi, je conseillerais quand même de commencer par aller voir un opéra dans lequel ils peuvent avoir des points de repère. Ouais. Parce que ça, c'est quand même, c'est quand même plus simple. Donc une Traviata, bon là, il y a eu un formidable élixir d'amour à Bastille dans la mise en scène de Laurent Pelli. Bon, j'ai beaucoup d'amis qui ne connaissaient pas l'opéra. J'ai des gens ici d'ailleurs, puisque nous on a un partenariat avec l'opéra, qui nous donne accès à des places à tarif préférentiel pour les employés de Méridiam.
Moi, j'ai fait beaucoup de pubs pour l'Élixir d'amour mise en scène par Laurent Pelli, parce que je pense que c'est un opéra où quand vous allez le voir pour la première fois, vous êtes tombé amoureux de l'opéra, quoi. Je veux dire, c'est une mise en scène qui est légère, les airs sont fantastiques, les chanteurs étaient super impliqués, donc moi je choisirais plutôt ce type d'opéra, mais surtout ce que je leur dis toujours, c'est qu'il faut quand même, il faut juste se renseigner un petit peu avant. Ouais. Sur l'histoire. Si on comprend pas l'italien, pour moi ça a toujours été facile d'aller écouter un opéra italien, parce que juste comprendre un peu l'histoire, savoir un peu ce qui va se passer. Puis il y en a beaucoup en allemand. Il y en a beaucoup en allemand, il y en a, même, mais c'est normal, hein, même en français, vous avez parfois du mal à suivre ce qui se chante, hein. Mais je pense que après il y a l'opéra c'est un tout, c'est-à-dire on va conseiller à la fois un opéra et une mise en scène en fait. J'irai pas envoyer quelqu'un voir la bohème de Claude Gutt pour commencer, quoi. La bohème dans l'espace, c'est pas vraiment facile pour démarrer, quoi. Parce que c'est on comprend pas le rapport avec l'histoire, ça va un peu trop loin, je trouve, dans la déstructuration en fait du rapport entre le livret et la musique. Donc quand vous avez une bonne symbiose, par exemple les contes d'Hoffmann mise en scène par Kersen, qui est juste une merveille absolue, je pense que là vous accrochez beaucoup plus facilement les gens. Donc quand je conseille d'aller voir un opéra, je regarde quand même aussi la mise en scène et je les envoie pas juste écouter la Traviata comme ça, quoi. D'accord. Intéressant. Bon, pour les gens qui nous écoutent, renseignez-vous, mais allez voir l'opéra, allez voir dès que vous pouvez de l'opéra. Mais par exemple, j'ai eu toujours dans mon expérience d'Hamlet, je connaissais pas ce programme et je l'ai découvert ce week-end. On était dans le cadre d'un programme Relax de l'Opéra Comique, qui est un programme dans lequel il y a un accueil de personnes en situation de handicap pendant la représentation. Et donc avant la représentation, quelqu'un vient sur scène et dit voilà, c'est le programme Relax, donc il y a peut-être des gens qui vont réagir, qui vont chanter, qui vont sortir, etc., faire du bruit, soyez pas surpris, etc. C'est fantastique. Je veux dire, moi j'étais épaté. J'avais derrière moi un jeune Hugo qui avait une vingtaine d'années, manifestement qui a tenu les 3 heures de l'opéra, qui était un garçon en handicap important. Il était merveilleux, il chantait en même temps que la soprane. Bon, moi qui suis une lyricomane fanatique, généralement quelqu'un froisse un bout de papier à côté de moi, j'ai envie de le frapper. Bon là, j'étais juste heureuse de sa joie. Je veux dire, c'était donc ce qui montre quand même que l'opéra, quand c'est aussi bien amené, expliqué, avec une médiation intéressante, etc., c'est un art qui finalement est très accessible parce qu'il touche tous les sens. Il vous emporte. Un opéra un bel opéra avec une mise en scène qui colle bien au livret, avec des chanteurs, parce que à la fin c'est quand même les chanteurs qui font la chose largement. C'est quelque chose qui est totalement englobant. Tous les sens sont beaucoup d'émotions, et énormément d'émotions. Donc vous voyez encore des jeunes à l'opéra quand vous y allez? Ouais, je trouve. C'est bien. Je trouve, il y a les programmes jeunes de l'Opéra de Paris, hein, où on a, vous prenez un abonnement jusqu'à 25 ans à des tarifs qui sont quand même très préférencés, avec des places de très bonne qualité en fait. Donc ça existe. Là, j'ai trouvé que effectivement, je trouve qu'il y a pas mal de jeunes en fait. Ok, très bien. Donc c'est une réalité. Vous êtes passionné par l'opéra. Je regarde mes dernières questions parce que on arrive au terme de notre entretien. Oui, si quand même intéressant, j'ai eu la chance d'interroger un entrepreneur français qui s'appelle Stéphane Boucris et qui pense que le monde de la culture se dirige à grande vitesse vers le virtuel. Et on le voit aujourd'hui, il y a quand même une tendance de société qui va vers le virtuel, et les investisseurs là, ceux en tout cas qui investissent dans les startups autour du monde de la musique, du cinéma, etc., disent on se concentre pas mal sur le monde virtuel. On se rend compte que les gens vont de moins en moins dans les salles de concert et que on peut faire des concerts à 10 millions de personnes de manière digitale, là où avant on remplissait une salle de 500 personnes difficilement pour certains artistes.
Vous pensez que ça peut s'appliquer, ça, au monde de l'opéra ? Bah, ça s'est appliqué pendant le Covid, hein, on l'a vu, mais Ouais. dès que vous retrouvez une salle, les vibrations, C'est pas les mêmes, c'est ouais. pas les mêmes. Ouais. Donc les deux pourront coexister, peut-être. Je pense que les deux vont coexister. En tout cas, dans le monde des musées, par exemple, c'est sûr que les deux vont coexister. Ça, il y a pas photo. Après, oui, on pourra avoir effectivement d'ailleurs là, hein, des retransmissions, Ouais. mais il y a rien à faire. La différence entre le spectacle vivant, le lien direct, l'émotion, sentir même les gens autour de soi qui vibrent de plaisir ou pas. Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le spectacle vivant, quoi. Ouais. Après, vous qui aimez la dimension sociale des choses, le monde virtuel, on va dire, va peut-être donner accès à un plus grand nombre. Si ça donne envie, enfin, quand j'étais jeune, le Don Giovanni de Losey a donné envie à beaucoup de gens d'aller à l'opéra. C'était un choc esthétique pour beaucoup, donc voilà, c'est... Moi, je suis pas du tout hostile à ce qui est... Enfin, je pense digitalisation, pas à ce qui est digitalisation, à ce qui est accès, à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut. Mais voilà, le toucher, la musique, c'est animal, hein, Ouais. ça vous meut, peut-être, mais de manière différente quand vous êtes dans une salle et quand vous êtes derrière un écran. Ça, bien sûr. Bon, 2 dernières questions. J'allais vous demander alors quel est l'enjeu futur de la culture en France pour vous ? L'accès. Pardon ? L'accès, très bien. Bon, bah ça reflète tout ce qu'on s'est dit avant. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Continuez comme aujourd'hui. Continuez comme aujourd'hui. Donc vous êtes bien là où vous êtes. C'est très bien. Et ben écoutez, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à vous. La médiocrité commence là où les passions meurent. Et voilà, l'épisode est fini. Pour ceux qui ont tenu jusque-là et qui sont pas morts, vous pouvez vous abonner et partager l'épisode. À la prochaine, tagez l'épisode. À la prochaine, tagez l'épisode. À la prochaine.